Bonjour à tous, je m'appelle Christelle, je suis consultante RSE au sein du cabinet Adecia. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la RSE et plus spécifiquement de la mise en place d'actions pour la protection de l'environnement au sein de TPE du BTP. Comme l'indique le titre de ma slide, l'idée avec Adesia, c'est vous parler de choses concrètes et rationnelles. D'ailleurs, je n'ai pas choisi cette image par hasard, hein, d'hommes du BTP et d'argent derrière, puisque je trouve que ça illustre très bien le côté rationnel et les enjeux de la viabilité financière des entreprises dans le sujet de la protection de l'environnement. Alors avec moi aujourd'hui, je vais avoir Grégory Marcillac, qui est le gérant de l'entreprise Marcillac et Fils, ainsi que François Sourisseau, qui est le gérant de la SARL Landreau Sourisseau, dont je vais vous parler un peu plus en détail juste après. Pour recontextualiser un peu les enjeux de la RSE, je vais rebondir sur le dernier webinaire que j'ai animé le mois dernier où je vous ai parlé de l'effet de serre additionnel avec cette slide où j'expliquais qu'en fait l'effet de serre, c'est naturel et c'est ni plus ni moins que ce qu'on expérimente régulièrement quand on revient de la plage ou les jours de grosse chaleur. Il fait chaud dehors, mais quand on rentre dans l'habitacle de sa voiture, il fait encore plus chaud à l'intérieur du fait des rayons du soleil qui rentrent par les vitres de l'habitacle et qui restent piégés. Donc, je vous disais que ça, c'est de l'effet de serre normal, naturel, dont on a besoin, sinon il ferait -12 sur la planète. Et c'est principalement causé par la vapeur d'eau à 90%. Mais je vous parlais d'effet de serre additionnel en vous disant que le problème, c'est qu'on amplifie ce phénomène avec les émissions de gaz à effet de serre. Et je vous parlais notamment du CO2, qui est un des principaux gaz à effet de serre, qui est lié notamment à l'utilisation d'énergie fossile et au BTP. Et donc, je vais revenir un petit peu sur ce sujet en vous disant que le CO2, si vous voulez bien vous le représenter, il faut imaginer que c'est un tabouret à 3 pieds. Vous voyez ce type de siège, c'est extrêmement solide en termes de stabilité. Bah, le CO2, le problème, c'est qu'en plus d'être très présent dans notre environnement, c'est très solide et donc c'est difficile à évacuer pour la nature. C'est difficile à éliminer. Pour illustrer, moi j'aime bien ça, c'est l'idée de mélanger de l'huile et de l'eau. Vous avez ce tabouret, ça va être l'huile, et puis bah, quand vous l'ajoutez dans l'eau de l'atmosphère, bah, finalement c'est extrêmement difficile à diluer. Et comme c'est difficile, bah, ça dure très longtemps en termes de durée de vie dans l'atmosphère. C'est-à-dire que ça peut être dilué de moitié en 100 ou 200 ans. C'est-à-dire que vous roulez 1 heure en voiture thermique, vous allez émettre environ, alors selon la taille de la voiture, mais on va dire que c'est une petite voiture, vous allez émettre environ à peu près 1 kg de CO2 dans l'atmosphère. La moitié de ce kilo, donc environ 500 grammes, mettra environ 100 à 200 ans à être évacué dans l'atmosphère. Donc, autrement dit, aujourd'hui, notre effet de serre additionnel, il date de Napoléon plus le CO2 qu'on émet en supplément aujourd'hui. Et donc, bah, dans le futur, hein, nos enfants, ils auront le CO2 de Napoléon, le nôtre, plus le leur à évacuer. Donc, c'est ça qui fait que le réchauffement environnemental a un effet exponentiel et durable et va mettre des siècles et des millénaires à vraiment être dilué dans notre atmosphère. Alors, quand je parle de CO2, en général, on, on fait un synonyme entre CO2 et gaz à effet de serre puisqu'il y a différents types de gaz à effet de serre. Donc, je parle du CO2, mais comme je disais la dernière fois, il y a aussi le méthane, qui est lié notamment à l'élevage d'animaux et aussi à la culture de riz, par exemple. Et puis, on a un autre gaz à effet de serre qui est très présent, qui est le protoxyde d'azote, qui est lié cette fois-ci à l'agriculture et aux épandages. Et on a aussi un autre gaz à effet de serre très présent dans l'atmosphère, qui sont les hydrocarbures, qui sont purement et simplement créés par l'homme pour l'utilisation notamment de frigos et de climatiseurs. Donc, il y a plein de sortes de gaz à effet de serre, mais on parle surtout de CO2, et vous verrez des fois qu'on parle d'équivalent CO2, c'est-à-dire que tous ces gaz à effet de serre que je viens de citer ont différentes durées de vie, différentes capacités à réchauffer l'environnement,
Mais au final, pour simplifier, on remet tout comme si c'était du CO2. Donc, par exemple, le méthane, ça va durer 12 ans dans l'atmosphère. Le protoxyde d'azote, c'est plutôt 120 ans. Mais pour simplifier, on va dire, si c'était du CO2, la pollution serait de temps. Donc, si je reprends le méthane, on va se dire, 1 kilo de méthane, ça met autant de temps à se diluer que 25 kilos de CO2. Donc, on considère que 1 kilo de méthane, ça vaut tant d'équivalent de CO2. Donc, quand vous entendrez parler d'émissions de CO2 ou de gaz à effet de serre, ou que vous ferez votre bilan carbone pour votre entreprise, ne vous étonnez pas que vous allez entendre parler d'équivalent de CO2. Dans tous les cas, le sujet, c'est comment réduire les équivalents CO2, donc les gaz à effet de serre qu'on émet. Et en termes d'objectifs, pour le réchauffement environnemental, on entend souvent qu'il faut éviter de dépasser 2 degrés de réchauffement climatique. Et pour ça, la commission de la stratégie nationale bas carbone, pardon, estime qu'il faut qu'on arrive à diviser par 5, voire par 6 nos émissions de CO2. Et du coup, la question, c'est qu'est-ce que ça représente pour le bâtiment? Alors, le bâtiment, dans toutes nos émissions, donc on émet à peu près 10 tonnes d'équivalent CO2 par personne par an. Donc, ça veut dire que le BTP, pardon, représente environ 30% de nos émissions. Notamment, les 2 tiers, c'est pour l'énergie et le chauffage, mais 1 tiers, c'est lié à nos méthodes de fabrication et aux matériaux de construction. Donc, réduire les émissions par 5, ça veut dire que rien que pour le BTP, il faudrait réduire les émissions de 94% d'ici 2050. Alors, qu'est-ce que ça veut dire visuellement? C'est un peu dur à se représenter. J'ai pris volontairement une bonne bouteille de mousseux, et encore, c'est pas tellement, mais de la région des Pays de la Loire pour vous illustrer. Imaginez que le BTP, toutes les émissions d'équivalent CO2 rentreraient dans une bouteille de Vouvray. Ça veut dire qu'avec la stratégie nationale bas carbone, il faudrait enlever tout ce que vous voyez à l'image et garder uniquement ce que vous ne voyez pas, le bouchon, en termes de quantité d'émissions de CO2. Il faudrait, je répète, vider cette bouteille et ne garder que l'équivalent du bouchon en émissions de CO2. Donc, vous voyez l'énorme gap qu'il faut arriver à réduire dans le bâtiment. Et donc, autrement dit, pour paraphraser, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais l'abus de CO2 aussi. C'est bien pour ça qu'on parle de sobriété environnementale. Et donc, pour le BTP, ça veut dire d'énormes efforts en termes d'émissions de CO2, tant pour l'utilisation d'énergie et de chauffage, mais aussi pour les méthodes de fabrication. Or, on se rend compte que, au lieu de réduire, la tendance est à l'augmentation. C'est-à-dire que les chiffres les plus récents qu'on ait dans la littérature, c'est 2014-2017. Et finalement, on a eu une augmentation de 8% des émissions, principalement liées au transport, mais aussi à l'utilisation d'énergie. Et dans tous les cas, je le disais, hein, pour le bâtiment, qu'on parle de très grandes entreprises ou de TPE, il faut réduire ces émissions quand même. Dans la littérature, on voit aussi beaucoup de sujets, hein, ça peut paraître un peu confus de temps en temps parce qu'on parle d'analyse de cycle de vie, donc ça va englober la fabrication, les matériaux biosourcés, la gestion des déchets, la qualité de vie au travail, les labels, la rénovation énergétique, les financements bancaires, les subventions, etc. Donc, la question, c'est souvent comment on fait, par où on commence. C'est pour ça que j'ai demandé à Monsieur Marcillac et Monsieur Sourisseau de participer à ce webinaire pour vous aider à sortir de la vision conceptuelle de la RSE et vraiment vous proposer quelque chose un peu plus opérationnel terrain en termes de témoignage. Donc, pour vous présenter ces 2 entrepreneurs qui sont avec moi aujourd'hui, vous avez à gauche Monsieur François Sourisseau, qui dirige l'entreprise de Landreau Sourisseau, qui est spécialisée dans le carrelage, le plâtre et l'isolation intérieure. Donc, pour vous présenter un peu le résumé de son parcours, à l'origine, il travaillait dans les assurances et c'est un sujet chez les assureurs, la RSE, qui fait partie du quotidien.
Donc, il a intégré l'entreprise familiale il y a 3 ans et l'a rachetée il y a 1 an. Et aussitôt, en fait, il a voulu déployer une méthodologie de type projet d'entreprise comme il pouvait le faire dans les assurances, tout en respectant les valeurs d'une TPE. Et vous verrez que, en termes de RSE, les TPE, c'est aussi quelque chose qui fait partie du quotidien en termes d'organisation du travail. Simplement, c'est une question à valoriser, en fait, dans la démarche. Et pour lui, il a commencé à mettre en place une démarche RSE dès janvier 2023, donc il y a déjà 10 mois. Et il me témoignait, mais il vous racontera sûrement que finalement, c'était beaucoup aussi de consolider des savoir-faire qui étaient préexistants dans l'entreprise Landro Souriceau. L'entreprise emploie d'ailleurs actuellement 15 personnes et est située à Saint-Malo-du-Bois en Vendée, dans le 85. Et puis en parallèle, je vais vous proposer une présentation de l'entreprise Marcillac et Fils, donc qui est dirigée par Grégory Marcillac. Donc c'est une entreprise de peinture et de revêtement et d'isolation extérieure qui a été créée en 1963 par ses grands-parents. Grégory est diplômé en génie civil. Il a repris l'entreprise il y a bientôt 20 ans, ça va être son anniversaire d'entrepreneur, puisque c'était en 2004, et il a pris la direction de l'entreprise il y a une dizaine d'années et commencé à vraiment travailler sur sa démarche RSE depuis 2 ans, même si il vous expliquera que de toute manière, pour lui aussi, la TPE avait déjà dans ses fondamentaux, dans la manière dont l'a créé ses grands-parents, un ancrage territorial déjà bien appuyé. Monsieur Marcillac travaille sur un projet de devenir société à mission. Donc, c'est un chemin où il a commencé à engager son entreprise. Donc, peut-être qu'il vous en parlera. Et il expérimente depuis le mois de janvier la semaine de 4 jours avec ses équipes à Bordeaux. Et l'a déployé également en août dernier à Bergerac, avec ses équipes de Bergerac. Donc, il emploie actuellement 38 personnes en Dordogne. Donc, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais arrêter mon partage d'écran, ce sera plus interactif. Pardon, excusez-moi. Je recherche l'interruption de mon partage d'écran. Donc, on coupera. Excusez-moi. Ah! Pas possible. On peut en profiter pour dire des bêtises. Voilà. Alors, Monsieur Marcillac, je vais vous poser la première question. Je voudrais savoir, alors, je précise que d'habitude, je suis quand même consultante RSE, donc il y a des questions que je vais vous poser qui, pour moi, font partie de mon quotidien, mais ce qui m'intéresse dans cet échange, c'est vraiment d'avoir votre retour terrain pour les participants de ce webinaire. Donc, Monsieur Marcillac, c'est une question qu'on me pose régulièrement. Les dirigeants d'entreprise me demandent régulièrement par où commencer quand on veut mettre en place des actions RSE. C'est une très bonne question et je suis peut-être pas, je suis pas très légitime à répondre à cette question parce que j'ai un peu commencé un peu partout. Je me suis un peu perdu. D'abord, je me suis beaucoup renseigné sur cette responsabilité sociétale et effectivement, ce que j'ai essayé de mettre en place dans un premier temps, c'était de pouvoir sur une méthode très simple, une méthode vraiment pas à pas, de dire ben voilà, quelles sont mes possibilités aujourd'hui, quelles sont les choses que je peux faire, que je peux mettre en place rapidement pour pouvoir déjà commencer à intégrer cette RSE dans notre entreprise, tout en essayant de faire participer mon personnel en fait aux réflexions et à la mise en place de celle-ci. Je dirais qu'aujourd'hui, je suis accompagné par un label qui me permet effectivement de pouvoir clarifier un petit peu plus les choses et de pouvoir aussi m'engager un peu différemment. Ok. Super, merci beaucoup. Et donc vous, Monsieur Souriceau, est-ce que vous auriez le sentiment d'avoir commencé un peu partout? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement en termes de RSE depuis le mois de janvier?
Alors, moi, c'est un peu pareil que Monsieur Marcillac. C'est vrai que dans l'entreprise, donc on a essayé de mettre des choses en place. On ne sait pas forcément par où commencer. On se donne des directions, on travaille en équipe. Après, comme je vous l'avais dit lorsqu'on avait échangé, pour moi, en fait, c'est pas tant le mot RSE qui m'importait, c'était surtout les actions qu'on mettait en place. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, dire est-ce qu'il y avait une méthode à suivre ou des voilà c'est peut-être plus la méthode effectivement pas à pas qu'on a mis en place et surtout ce qu'on avait envie d'apporter dans l'entreprise pour notre image et aussi pour des questions de simplification de gestion dans notre entreprise. D'accord. Et donc, en méthode pas à pas, si vous deviez me donner chacun deux ou trois actions concrètement qui ont été peut-être les plus faciles à mettre en place, ce serait quoi? Qui veut se Euh, lancer? Allez, ouais, je me lance. Il y a eu d'abord une grosse volonté sur le thème de l'environnement à pouvoir mettre en place des choses et en se disant, voilà, mais qu'est-ce qu'on maîtrise aujourd'hui? Bon, les achats de produits, oui, un peu, mais la fabrication, c'est pas vraiment moi. La partie mobilité, c'est pareil, je la maîtrise pas vraiment. Donc on s'est posé la question en se disant, mais qu'est-ce qu'on peut maîtriser nous avec notre métier? Et on s'est rendu compte que la gestion de l'eau était importante dans notre métier de peinture spécialement. Et donc on a investi sur deux petits outils. Le premier, c'était une machine à nettoyer nos outils avec un objectif clair de se dire que d'ici un an ou deux, on aurait plus de besoin d'utiliser de l'eau potable, notre fameuse eau potable française, pour nettoyer nos outils. Donc ça a été fait assez rapidement. Et ensuite, la dernière des choses qu'on a pu mettre en place, c'est effectivement un récupérateur d'eau pluviale, puisque notre toiture était adaptée à ça. Et ce qui nous permet aujourd'hui, et maintenant, ça va faire presque un an. On nettoie tous nos véhicules via cette récupération d'eau pluviale. On n'a pas ouvert le robinet de toute l'année, malgré le très peu de pluie des derniers mois. Ça ne nous a pas empêché voilà, de pouvoir capter cette eau et s'en servir pour laver nos véhicules. Merci beaucoup. Monsieur Sourisseau? Oui, alors pour moi, la première chose qui a été assez importante à mes yeux, ça a été d'abord de consolider, comme vous l'avez dit lors de la présentation, consolider en fait ce qu'on avait déjà acquis. C'est-à-dire que depuis quelques années désormais, on a des bennes de tri des déchets dans l'entreprise. Et en fait, c'était même pas lié à une démarche RSE ou autre, hein. Ça a été mis en place pour beaucoup de choses, déjà pour nous empêcher, enfin on va dire pour nous simplifier les transports, au lieu d'aller en déchetterie, on a tout à disposition à l'entreprise. Et puis après, d'un point de vue écologique, ce que je souhaitais faire dans cette consolidation, pardon, c'était de se dire, bah, aujourd'hui on trie de cette manière-là, est-ce qu'on peut trier encore mieux et encore plus? Donc c'est l'idée qu'on s'est posée, c'est l'idée qu'on a travaillé avec le gestionnaire de déchets. Et donc voilà ce qui nous a amené en fait à disposer plus de bennes à l'entreprise dans lesquelles on recycle encore plus de matériaux différents. Ça, c'était le premier point. Et puis le deuxième point sur le recyclage également, c'est de se dire avant même de recycler les déchets, est-ce qu'on peut pas en faire autre chose? Parce que derrière, il y a aussi à un moment donné, s'ils sont mis dans des bennes, ils sont retransportés, ils sont retriés, revalorisés. Mais est-ce que nous, on peut pas éviter ces deux étapes qui suivent et revaloriser directement les déchets à l'entreprise ou en tout cas les limiter sur les chantiers. Donc ça, c'était quelque chose qu'on a commencé à mettre en place dès début janvier et là qu'on commence comment dire, augmenter, par exemple en réutilisant nos chutes de carreaux pour faire des petites tablettes porte-savon dans les douches. Voilà, des choses comme ça pour éviter justement toutes ces chutes un peu inutiles. Et du coup, Monsieur Sourisseau, en termes d'acceptabilité, comment ça s'est passé dans vos équipes pour que les équipes acceptent de faire les efforts de tri ou même s'impliquent dans récupérer les carreaux cassés ou des choses comme ça? Alors, c'est, je pense, d'abord une histoire de génération. C'est-à-dire que dans notre entreprise, on est une équipe assez jeune, une moyenne d'âge de 30 ans, et bah, on y est tous sensibilisés finalement à ces démarches écologiques depuis quelques années désormais, et du coup, c'est déjà rentré dans la tête de beaucoup d'entre eux. Donc, c'est quelque chose finalement
qu'on met en place assez facilement à partir du moment où l'équipe est volontaire. Et l'idée, c'était de les impliquer aussi en disant, bah, voilà ce que je pense faire, je vous donne une direction, mais comment on peut le mettre en place et comment vous voyez aussi les choses, parce que sur les chantiers, on n'y est pas forcément. Sur les façons de trier, on ne suit pas ce qu'ils font, etc. Donc ça a été vraiment une réflexion commune qu'on a menée. Et ensuite, la deuxième chose pour leur faire accepter, donc on est en train de travailler justement avec le gestionnaire de déchets pour avoir des formations en interne sur le recyclage. Donc ce sont des formations voilà, qui vont prendre un petit peu de temps. Mais derrière, je pense que si les équipes s'y impliquent, et c'est ce que j'espère, normalement, il n'y aura pas de souci. Et puis, quand je disais que c'est une histoire de génération, c'est-à-dire quand une personne a 40 ans de métier et qu'elle a toujours travaillé de la même manière, c'est un peu plus difficile de lui impliquer, de lui imposer certaines choses qu'un jeune qui commence depuis 5-6 ans et qui est prêt à œuvrer et mettre des choses en place en faveur de l'écologie. Oui, d'où aussi la question que je pose. Alors, Monsieur Marcillac, pour être tout à fait transparente, j'avais animé la fresque du climat chez vous, donc je ne vais pas faire semblant. Par contre, peut-être vous pourriez raconter quelque chose que moi je ne peux pas décrire, c'est comment ça a été vécu en interne et quels ont été les retours que vous avez pu avoir, si ça a aidé, j'espère, au sein de vos équipes à appréhender ces enjeux-là. Oui, bien sûr. Le retour, il a été de permettre à chacun de conscientiser la réalité en fait de notre avenir, que ce soit pour la planète ou pour l'environnement, ou du moins de chaque fait et geste qui impacte quelque chose derrière, et surtout négativement. Donc oui, on est passé par la fresque du climat pour faire rentrer, pour mettre en conscience en fait le pourquoi du comment en fait. Moi, on a passé quelques années à essayer d'inspirer, à essayer d'orienter, à essayer d'expliquer enfin, pourquoi on allait vers cette stratégie-là aussi, pourquoi c'était important pour nous, pas pour nous mettre à jour, mais parce que c'était de la conviction pure et dure en fait, hein. Mais c'est vrai que ça suffit pas. Ça suffit pas. Le Turisso l'a très bien dit, il y a une histoire de génération derrière, il y a des histoires aussi d'habitude qui sont très très difficiles à casser, qui sont d'ailleurs tout à fait respectables. On se conforte dans notre quotidien, donc c'est assez rassurant malgré tout de pas trop changer les choses. Mais ça m'a paru assez évident de pouvoir en fait passer le cap avec la fresque du climat pour pouvoir voilà, que chacun puisse prendre conscience des choses et comprendre pourquoi nous, on va vers ce chemin-là. C'était important. Et je crois que si je viens de dire que sur 90% de mon personnel, il y a eu quand même des effets très positifs sur l'acceptation des choses. Bon, tant mieux. Et du coup, je préfère. Après, s'il n'y en a pas eu, il y a toujours 10% où on loupe, hein, c'est pas. Mais du coup, l'étape d'après, vous avez mis en place des choses plus particulières ou vous avez continué de fonctionner de la même façon Alors justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, mais on a, on a le besoin, malgré enfin, on est une PME, il y a un peu de structuration chez nous, mais malgré tout, c'est pas suffisant pour pouvoir vraiment mettre en place les choses. Et on a vraiment enfin, notre souhait, c'est d'être, M. Souriceau l'a dit tout à l'heure, mais c'est exactement ça, c'est être en action. C'est principe, enfin, ça reste quand même la chose la plus importante, mais il faut aussi qu'on soit en mesure de pouvoir, euh, je dirais, que cette action, qu'on puisse la juger sur son impact, en fait. Et donc, de ce fait, on s'est dit, on ne peut qu'être accompagné dans ces choses-là. Euh, donc, dans un premier temps, on a fait d'abord un travail avec un label pour pouvoir justement clarifier bien la situation de la RSE, avec aujourd'hui 5 piliers, les collaborateurs, collaboratrices, la clientèle, la gouvernance, la collectivité et effectivement l'environnement. Et donc, ça nous permet de travailler sur chaque poste, de voir où on est peut-être en avance, où on est en retard. Et ça nous donne effectivement un cap plus simple à tenir, avec des objectifs un petit peu plus précis. Notre objectif, il est quand même de pouvoir être audité et de pouvoir apporter un réel résultat sur nos engagements et sur nos actions.
On est en cours aussi voilà, on est en train de faire notre bilan carbone avec un objectif pour fin d'année d'essayer d'avoir un premier bilan carbone. Et ça, c'est pareil, ça va nous permettre aussi de derrière d'avoir un impact et de se dire qu'est-ce qu'on est capable de faire ou pas et quelles sont les démarches qu'il faut prendre et qu'il faut mettre en œuvre pour réduire cet impact-là. D'accord, merci beaucoup. Donc oui, la démarche label est super intéressante et effectivement, ça couvre plein de points. Donc je vais prendre un peu à contre-pied, si vous permettez, parce que j'entends, monsieur Souriceau, ça fait plusieurs fois que vous employez le mot simplifier, simplification. Et donc je trouve ça intéressant parce que j'ai l'impression que ça a fait un petit peu contre-pied de la description qu'on peut faire des labels, des différents leviers de la RSE. Donc pourquoi vous employez toujours le mot simplifier, simplification? Alors, si je l'emploie tout le temps, c'est parce que je le ressens. Super. Déjà, c'est la première chose. Non, non, mais c'est parce que je pense que aujourd'hui, en fait, quand on cherche à parler d'écologie, d'environnement et même d'économie, de social, etc., on a toujours, pour nous, ça nous semble une montagne, en fait, être une montagne à dépasser et finalement, par des actions très faciles à mettre en place. En impliquant justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les salariés, ça peut être très très rapide. Et en fait, on est souvent pris par notre métier, par notre voilà, cœur de métier, à répondre à des appels d'offres, à des devis, à aller suivre les chantiers, etc. Alors que si on prend quelques minutes, quelques heures, peut-être une ou deux journées de recul, on se dit, bah oui, on peut mener des actions assez rapidement, assez facilement. Par exemple, quelque chose que j'ai mis en place dernièrement à l'entreprise, on a, donc nous, on est carreleur aussi de métier, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et tous les pantalons des carreleurs, on a des genouillères. Dans toutes ces genouillères, les pantalons s'usent assez rapidement. Et ce qui se passe, c'est que avant, quelque chose qui nous permettait, en fait, on a l'impression de gagner du temps, c'était de se dire, ben, on jette le pantalon et puis on en rachète un autre, un neuf. Sauf qu'en fait, il y avait que la genouillère qui était foutue. Enfin, au niveau de la genouillère, c'était un peu abîmé. Et là, je me suis dit, bah, on pourrait pas faire autre chose de plus simple et qui nous coûterait d'ailleurs moins cher, ce qu'il faut le dire, parce que parfois, on a l'impression que ça va nous coûter plus cher alors que c'est faux. Et donc, on s'est dit, bah, pourquoi pas le réparer? Et on a essayé une première fois avec une entreprise, Les Réparables sur les Essarts, et ça a très bien fonctionné. Et nous, ça nous a permis, finalement, c'était pas plus compliqué que de racheter un nouveau pantalon, c'est plus écologique, c'est plus économique. Donc à la fin, on a été gagnant à 100%, quoi. Voilà, c'est des petites actions comme ça, hein, c'est pas forcément beaucoup de choses qui paraissent peut-être une fois qu'elles sont mises en place assez logiques, mais qui initialement ne sont pas du tout, on va dire, au cœur de l'entreprise et de nos priorités, quoi. Bah, écoutez, merci pour la transition. Donc, je rappelle qu'ADCIA est un cabinet d'expertise comptable. Donc, c'était un sujet que je voulais aborder avec vous, le côté financier, économique pour vos structures, hein, je l'ai dit direct en introduction. Donc là, on a eu l'exemple des pantalons qui peuvent être un moyen économique et écologique d'agir. Pourtant, Monsieur Marcillac, vous parlez dans vos premiers exemples d'action de mettre en place, d'investir, si je reprends le mot, dans des outils pour les économies d'eau, mais du coup, en termes de rentabilité, est-ce que ça coûte cher de mettre en place des actions? Oui. Non, mais en fait, il y a plusieurs choses dans cette méthode de pas à pas. Effectivement, vous pouvez avoir des choses de bon sens, et voire même avec le lien avec l'économie circulaire, avec plein de choses qui sont très intéressantes en fait à mettre en place et qui sont effectivement qui ne sont pas coûteuses, voire même qui sont peut-être économiquement plutôt viables. Mais nous, avec un peu de recul maintenant, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que sur nos stratégies à long terme, il y a de l'investissement, il y a des modifications importantes à faire parce que la méthode des pas à pas, ça suffira pas. Ça suffira pas pour aller sur les objectifs que vous avez décrits tout à l'heure, en fait, 2050. Et donc, je crois qu'à un moment donné, il faut aussi un petit peu avoir une stratégie à long terme. Et ça veut forcément dire aussi avoir des moments où on doit calculer un investissement et peut-être en assumer une part de responsabilité économique. Euh, voilà, c'est plutôt dans cette approche-là que nous, on a essayé aussi de mettre en place des choses. Donc, il y a effectivement des petites choses du jour au jour. Il y a effectivement aussi une projection
avec une possibilité économique. C'est oui ou c'est non. Et je ne vous cache pas que c'est un débat important en ce moment, au vu des difficultés d'inflation que nous avons aujourd'hui, des difficultés de travail aussi. On sent bien que les années qui arrivent vont être peut-être un petit peu plus délicates, un peu plus difficiles. Et en termes d'économie, ben, à nous de voir aussi quelles sont nos possibilités ou pas pour aller vers ces objectifs-là. Et oui, et du coup, Monsieur Souriceau, ça me fait penser, on avait un petit peu discuté de ça par rapport à notamment, vous parliez de récupérer des carreaux pour faire des plaques pour les salles de bain, des porte-savons, des choses comme ça. Est-ce que vous formuleriez aussi ça en termes de responsabilité économique de l'entreprise? C'est-à-dire, j'ai pas bien compris la question. Alors, si j'ai bien compris ce que Monsieur Marcillac disait, c'est que ça implique des investissements et des choix et des Mm. fois de... Alors, quand vous dites responsabilité économique, je suppose que c'est dans le sens où il y a quand même un investissement de départ de l'entreprise, au moins. Mm. Ouais. Oui, on est d'accord. Et Est-ce que vous le ouais, ressentez comme ça sur le temps passé pour les carreaux ou des choses comme bah, ça? alors forcément c'est un investissement, hein, on y passe du temps. Il y a des choses là dans les salles de bain, donc les tablettes porte-savon, ça c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis quelques années, hein, même avant d'engager une démarche RSE. Il y a des choses qu'on essaie de créer, donc il y a des objets qu'on essaie de mettre en place, de les exposer un petit peu, d'en parler directement aux clients. Après, c'est sûr que c'est un investissement parce qu'on y passe du temps. Maintenant, moi, j'ai pas le recul de Monsieur Marcillac sur se dire la mise en place d'une stratégie à long terme, puisqu'aujourd'hui c'est tout récent pour nous. C'est sûrement une question qui se posera prochainement, mais au niveau économique, c'est vrai pour l'instant, en fait, toutes les actions qu'on met en place, moi, même si ça nous coûte un peu, c'est intéressant. Je peux donner un exemple, hein. Dernièrement, j'ai changé de photocopieur. J'ai dû faire le choix entre un photocopieur qui imprime avec de la chaleur là, et puis un photocopieur à jet d'encre couleur. Donc le photocopieur jet d'encre il me coûtait plus cher, mais par contre moi en termes d'écologie, ben, j'ai privilégié ce photocopieur là qui dans le temps je l'espère sera plus écologique et peut-être un jour économique. Mais à un moment donné c'est sûr que on peut pas toujours gagner sur tous les fronts et qu'il y a des choix à faire et qu'il faut que ça corresponde aussi à notre identité quoi. Hmm. Merci. Donc, on peut dire que vous ne le vivez pas forcément sur le terme de responsabilité économique, c'est plus un sacrifice peut-être en termes Ah non, c'est de... pas un sacrifice. Non, pas forcément. Ah bah non, pas du tout. Je Non, provoque un non, peu. ah non, non, c'est pas un sacrifice, c'est une vraie volonté en fait de notre part de s'engager là-dessus. Et donc à un moment donné, quand on s'engage sur quelque chose, on sait qu'on doit investir du temps et de l'argent. Après, effectivement, bah, la stratégie long terme, comme je l'ai dit, nous, elle est pas encore, on n'a pas encore mise en place. Donc forcément, nos investissements sont beaucoup moins coûteux et ça n'engage pas non plus la rentabilité économique de l'entreprise derrière. Donc j'ai pas cette réflexion-là que je mène actuellement. Peut-être qu'un jour je la mènerai et derrière ça aura un impact plus important à mes yeux. Mais là actuellement non, c'est une vraie volonté et c'est des choix qu'on fait voilà de manière sereine, même si ça coûte plus. Voilà. Merci beaucoup. Euh, donc, après, vous avez tous les deux évoqué bah, forcément hein, la notion de client. Monsieur Marcillac, par rapport au label notamment, vous avez parlé de la notion de clientèle. Monsieur Souriceau, vous aussi, vous en avez parlé. Donc, comment vous intégrez ces notions-là par rapport à vos clients? Comment vous leur en parlez, en fait? Je sais pas lequel des deux veut répondre en premier. Je peux y aller moi aussi. Allez-y. Je commence. Oui, du coup, en fait, sur cette partie-là, comme je l'ai dit, nous, c'est vraiment, on est aux prémices, en fait, de notre engagement RSE. Pour autant, ça fait quelques années qu'on travaille, étant dans les métiers de l'isolation et de la plâtrerie, sur des matériaux, justement, naturels, à fort impact environnemental. Donc, aujourd'hui, quand on en discute avec les clients, par exemple, on pose beaucoup de matériaux biosourcés. C'est quelque chose sur lequel j'investis beaucoup de temps parce que
que j'y crois en ces matériaux, notamment par leur faible impact carbone. Alors ça dépend lesquels, hein. Faut bien regarder. Ouais. C'est pas parce qu'ils sont biosourcés que leur impact carbone est plus ou moins important. Il y a vraiment des choses à regarder. Mais déjà, c'est le premier point. Quand je vais faire un devis, par exemple, sur l'isolation, je fais forcément une variante en biosourcé. C'est mon engagement. Euh, Après, au niveau de, comme on en parlait, des tablettes, etc., porte-savon que l'on fait, j'engage toujours la discussion sur la façon de recycler les carreaux. Nous, dans nos métiers esthétiques, on va dire, il y a des choses aussi qu'on peut faire. Par exemple, si on a un ou deux carreaux parce que le conditionnement du paquet nous le permet, qui reste en trop chez le client, mais on peut lui proposer de le poser ailleurs aussi, au lieu de le conserver ou de le jeter derrière. Donc, c'est des réflexions qu'on mène en direct avec le client. L'important, c'est vraiment de les concerner sur ces sujets-là. Et certains, ils sont réceptifs, d'autres pas du tout. Donc après, il faut savoir aussi, en fonction du client, insister ou pas sur la chose. Mais voilà, un petit peu ce que l'on fait. À peu près, c'est quoi? C'est 50-50 de gens réceptifs ou on peut penser qu'il y a une attente des clients? C'est difficile à quantifier. Aujourd'hui, j'ai pas forcément le 50-50. Je pense que si on amène bien la chose, on peut être à 80-20 peut-être. Parce qu'il faut savoir la mener et expliquer aussi que derrière, quand on parle d'investissement dans une entreprise et qu'on parle de stratégie long terme, eux aussi, pour leur maison, ils peuvent parler de stratégie long terme et d'investissement et de qualité de l'air. Et puis, quand on les concerne comment dire, en expliquant un petit peu l'impact carbone derrière, peut-être les effets de serre, et puis qu'on leur dit que ça peut impacter les générations futures, voilà. Là, il y a des gens qui peuvent se sentir concernés alors qu'ils ne l'étaient pas initialement. Mais bon, et après, il y a toujours d'autres personnes qui sont plus réfractaires, et voilà, ça sert pas forcément d'investir du temps pour leur expliquer un petit peu nos engagements. D'accord, merci. Et alors vous, monsieur Marcillac, pardon, c'était plus au travers de votre label que vous avez intégré la notion de client ou comment ça s'est passé? Quels ont été les retours? Oui, le label nous a permis de se poser les bonnes questions sur nos clients. Après, ce qu'il en ressort pour l'instant, et ce qu'on est en capacité de faire, et ce qu'on a mis en place, effectivement, je suis sûr que l'a expliqué, mais c'est vrai que l'achat de produits biosourcés ou à forte certification environnementale, ça, c'est déjà la base des choses. La base, en plus, c'est un rapport aussi avec nos collaborateurs, collaboratrices. Moi, dans un premier temps, quand j'explique à nos clients, où j'ai la sensation, je ne sais pas si on est sur du 50-50, du 80-20, en tout cas, il y a de l'écoute sur le sujet, qu'il n'y avait peut-être pas il y a quelques années de ça. Lorsqu'on arrive avec des produits avec un impact un petit peu plus fort sur certains domaines environnementaux, en fait, il y a une écoute, il y a un partage, il y a des questions qui s'installent, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Et moi, ce que j'explique d'abord, c'est un impact pour eux, pour des effets en fait de bien-être parce que enfin, nous, on intervient sur des parties intérieures et quand on sait que dans la peinture, il y a quand même quelques composants organiques volatiles qui sont plutôt néfastes pour la santé, c'est important de choisir les bons produits en fait pour eux, pour leurs enfants. Et également pour nos collaborateurs et collaboratrices, parce que eux, ils sont dans ce travail-là toute la journée, toute l'année. Et donc, le choix de ces produits-là, il a vraiment un lien client, mais il y a aussi un lien avec notre personnel. Donc ça, c'était important et c'est important qu'on puisse leur signaler. C'est rarement des options, c'est plus des choix. C'est plus des choix qu'on essaie de valoriser en fait. Ce qu'on a pu mettre en place aussi récemment, c'est la possibilité que chaque client puisse donner en fait déposer ses commentaires, ses plaintes, accepter ses plaintes, sa satisfaction. Et ça, c'est pareil, c'est une possibilité au client de faire un retour des choses, et c'est en lien avec aujourd'hui, du moins, avec ce que le label nous pose comme question et nous bouscule un petit peu là-dessus. Donc oui, aujourd'hui, dans la possibilité de partager le bien comme le mauvais de notre intervention. Et quand vous parlez du lien avec les produits et les employés, il y a une notion du coup de santé au travail, je suppose, sur la peinture? Ah, carrément, il y a une sorte de bien-être pour nos clients parce qu'eux, ils vont y vivre et pour nos applicateurs qui vont l'appliquer. Il y a vraiment une grosse partie de QVT là-dessus. Ouais. C'est indéniable. Je pense que la première des choses,
en tant que dirigeant d'entreprise, c'est aussi d'assumer la santé de nos salariés. Il y a la sécurité, mais il y a forcément dans la sécurité la santé. Pour nos métiers où il y a un peu de pétrochimie, un peu de chimie, qu'elle soit biosourcée ou d'industrie pétrolière, il y a quand même de la chimie derrière et c'est important voilà, d'en avoir conscience et puis d'orienter un petit peu nos partenariats aussi. Donc là, plus dans la collectivité, de choisir les bons partenaires, les bons produits pour essayer de cocher cette case-là en disant c'est peut-être pas parfait, mais chaque fois qu'on peut faire mieux, c'est déjà très important. Donc oui, des labels aussi avec certaines certifications de nos produits. Ça, c'est important. Il y a des produits qu'on recherche fortement et d'autres où on est en train petit à petit de mettre de côté pour ces raisons de santé. D'accord, merci beaucoup. Du coup, Monsieur Sourisseau, est-ce que vous voudriez bien nous parler de ce que vous faites en matière de santé au travail pour vos équipes? Puisque c'est quand même le S aussi de RSE, hein, le côté social. Mais oui. Ouais, donc nous, comme Monsieur Marcillac, on fait aussi attention aux produits qu'on pose. Alors surtout sur l'isolation, hein. Nous, c'est vraiment sur l'isolation, notamment il y a un lien en fait avec les matériaux biosourcés, pardon, et tout ce qui est poussière ou démangeaisons liées à la pose d'autres matériaux comme la laine de verre ou la laine de roche, par exemple. Donc ça, c'est aussi important pour nous. Ensuite, de manière générale, après sur les autres corps de métier que l'on a, pour l'instant, on n'a pas amorcé de, comment dire, de démarche en ce sens sur les produits que l'on utilise. En revanche, on a mis en place et on continue de mettre en place des actions de prévention et de formation, justement dans l'entreprise, avec un formateur agréé pour tout ce qui est les risques musculo-squelettiques. On prend le temps d'en discuter avec les salariés. Donc là, il y a des formations qui sont faites tous les ans là-dessus. Et puis après, c'est un rappel quotidien aussi de la part du dirigeant hein, de l'entreprise qui doit être formulé. Alors peut-être pas quotidien, mais au moins une fois par mois, voilà, sur les façons de travailler, les postures. Penser aussi à bien utiliser quand on met à disposition certains matériels comme des combinaisons ou autres, penser à les utiliser, pas les laisser de côté. Hein, voilà. C'est des rappels que l'on doit faire ouais, peut-être quotidiennement certaines fois. Donc ça en fait partie. Alors, j'ai rencontré un dirigeant du bâtiment la semaine dernière qui, lui, me parlait qu'il avait mis en place une possibilité d'avoir des massages shiatsu à l'heure du déjeuner pour ses employés. Vous en pensez quoi en termes de faisabilité ou d'intérêt dans vos métiers? Euh, je, je vais répondre. En fait, j'aurais envie de poser la question, qu'est-ce qu'on fait autour avant? Donc, en fait, c'est une très belle démarche. Je trouve ça très intéressant. Mais la question qu'on se pose, c'est d'abord d'affiner la partie sécurité. Nous, comme Monsieur Sourisseau, en fait, on a déployé pendant les 6 prochains mois, suite d'ailleurs à la décision de passer à 4 jours, parce qu'il y avait quand même une idée de santé derrière en disant, bon, quelles sont les capacités, quelles sont les contraintes que l'on va retirer au niveau de la santé, parce qu'on va faire 1 heure de plus par jour. Est-ce qu'il y a une possibilité que ça affecte nos salariés sur le domaine de la santé? Et donc, on a mis en place à côté une formation avec l'OPPBTP, l'organisme de sécurité de notre réseau, pour justement aller découvrir quel type de TMS ça pourrait, quel de troubles, pardon, ça pourrait engendrer, etc. Donc, il y a une vraie volonté, oui au massage, oui au massage, oui, on est dans le bien-être total, mais nous, avant d'implanter ça, je pense que par respect pour nos salariés, on se doit être en mesure déjà d'être clean sur tout le reste, parce qu'on a beaucoup de chemin à faire aussi en termes de sécurité, de santé, dans nos métiers, qui sont quand même des métiers difficiles, avec des postures, avec voilà, des charges. Des répétitions de gestes, des choses qui entraînent forcément des troubles assez facilement. Et donc notre objectif, c'est quand même d'abord d'assumer ça et d'éviter que ces choses-là interviennent. Et peut-être qu'après, il y aura peut-être effectivement un peu plus demain. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Et vous, Monsieur Sourisseau?
Vous voulez rebondir? Non, mais comme Monsieur Marcillac, c'est une bonne idée. Après, effectivement, on a d'autres choses, je pense, à mettre en place avant. Et puis, pareil, derrière, l'objectif, c'est d'impliquer vraiment tous les collaborateurs dans ces démarches-là, c'est aussi d'abord de leur demander avant ce qu'ils en pensent. Et puis voilà, mais maintenant, euh, c'est peut-être très bien pour cette entreprise, peut-être que nous, on mettra d'autres choses en place, voilà. En revanche, c'est vrai que c'est important. Moi, ce que je pense, avant même de faire des massages ou autres, on va dire, soulager certains soucis de santé, avant, c'est la prévention qui est primordiale, qui prime. Et donc, c'est absolument là-dessus qu'on doit travailler. Donc, voilà, les jeunes commencent à 15 ans dans nos métiers. Certains sont en reconversion, ils ont commencé à 25 ans, mais je veux dire, on va passer après 30 ans de notre vie sur le terrain avec des métiers physiques. Donc avant toute chose, c'est la posture, c'est les façons de travailler aussi, pas forcées. Voilà, c'est tout ça qu'on doit leur apprendre. Et ensuite, s'il y a d'autres choses à mettre en place pour leur confort au quotidien, bah, peut-être y réfléchir. D'accord, merci beaucoup. Et alors du coup, Monsieur Marcillac, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, donc ce serait quand même dommage de ne pas l'évoquer. Donc vous êtes passé à la semaine de 4 jours, vous êtes toujours en phase expérimentale, je crois. Est-ce que ça a facilité les choses en termes de recrutement? Est-ce que ça a réduit l'absentéisme? Est-ce que vous commencez à avoir un retour d'expérience positif ou négatif? Alors, c'est vrai que c'est un peu tôt pour faire un Oui. retour chiffré. Ce que je sais déjà, c'est qu'en termes d'absentéisme sur le mois d'octobre, on a été bien plus efficace que l'année dernière. Je ne sais pas si on peut parler d'efficacité, mais j'emploie le terme. En tout cas, on a eu moins d'absence. Euh, Aujourd'hui, on est plutôt dans des retours. Je suis en train de creuser pour voir vraiment. Je vais chercher un peu loin pour voir ce qui marche pas, en fait. Ah ouais. Les retours sont très bons. Sur l'ambiance, sur nos capacités d'adaptation aussi. On a ce vendredi, malgré tout, parce que nous, on a donc calé 4 jours, donc du lundi au jeudi, on a vraiment bloqué la journée, enfin bloqué les jours, hein, c'est pas la disposition. C'est uniquement notre production qui est à 4 jours aussi aujourd'hui, donc toute la partie administrative ou commerciale n'est pas encore à 4 jours. C'est pour ça qu'on expérimente. L'objectif, c'est certainement de pouvoir donner cette possibilité à chacun. Mais on a gardé de la flexibilité sur notre vendredi avec des heures supplémentaires. Donc, je m'aperçois que j'ai des équipes qui travaillent aussi beaucoup, souvent le vendredi après-midi, enfin le vendredi toute la journée. Mais c'est des choix, en fait. On leur laisse la possibilité de choisir pour ceux qui ont envie d'avoir une possibilité d'avoir un petit peu plus d'argent à la fin du mois. Et aussi ceux qui auront la possibilité de choisir une vie à côté, de par leur passion, de par la possibilité de rentrer dans une association ou tout simplement de s'occuper de sa famille et de ses proches. Euh, je crois que les retours là-dessus sont très bons, ont bien été vraiment très très vite compris. Maintenant, voilà, il y a des choses que l'on regarde, oui, l'absentéisme, la partie économique aussi, la partie sécurité, la partie santé. Donc tout ça, on a nos petits ratios qu'on regarde, mais on aura, je pense, un retour un peu plus précis à la fin de l'année. Oui, bah oui. C'est déjà plutôt positif, si j'ai bien compris. Oui. Et Monsieur Sourisseau, dans les différents engagements que vous avez expliqués aujourd'hui et les valeurs que vous portez, est-ce que vous êtes aux commandes depuis un an? Est-ce que vous voyez un changement de tendance pour faciliter le recrutement ou communiquer auprès de vos ressources humaines? Euh, alors oui, ça c'est sûr qu'il y a un changement. Nous, quand j'ai repris la boîte, on était 9, on est 15. Donc déjà, il y a une évolution, c'est indéniable, hein. On a recruté plus de personnes. Après, il faut dire aussi que on communique maintenant beaucoup plus aussi sur les réseaux sociaux. Donc, à la fois sur nos actions environnementales et même auprès des salariés, ce qu'on met en place, etc. On communique vraiment là-dessus. L'objectif aussi, quand on recrute quelqu'un, c'est une personne qui s'implique dans la vie d'entreprise et pas simplement un applicateur ou un commercial. C'est vraiment quelqu'un qui soit en adéquation avec l'ADN de notre entreprise. Donc, oui, aujourd'hui, il y a un changement.
Après, est-ce que ça durera? Je ne sais pas. Le plus important pour nous, avant même de recruter, c'est de fidéliser. Je pense comme toutes les entreprises aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui, on a un noyau, je pense, dur et on continuera, je pense, dans ce sens. Après, moi, j'aimerais bien rebondir sur la semaine à 4 jours parce que je me suis posé la question. Et c'est vrai que moi, il y a plein de contraintes qui me sont venues en tête et c'est pour ça que je dis, maintenant, on va pas proposer. Donc, j'ai pas encore échangé là-dessus avec les salariés. Par contre, par exemple, nous, en tant que carreleur, on travaille avec les plombiers sur des salles de bain. Et chez les clients, la rénovation, et donc une salle de bain, bah, l'objectif, c'est de la finir en 15 jours pour que le client passe le moins de temps possible sans douche. Et c'est vrai que nous, je me suis toujours demandé mais comment ça se passe si je leur dis que vendredi, je travaille pas. Parce que j'ai personne sous la main et que peut-être la salle de bain, ce sera 3 semaines. Est-ce que ça, Monsieur Marcillac, c'est quelque chose que vous avez déjà rencontré, qui a été difficile à expliquer aux clients ou pas du tout? Non, pas du tout. C'est pas très compliqué parce que c'est vraiment de l'anticipation. Et comme vous avez posé la question, en fait, il y a des travaux qui nécessitent de travailler le vendredi. Et je pense que ça, les choses doivent être claires, en fait. C'est-à-dire que pour moi, la QVT, ça ne doit pas empêcher l'entreprise de fonctionner. Et ça ne doit pas non plus anéantir des projets clientèle qu'on n'est pas en capacité de tenir parce que on pense à notre bien-être. Donc il y a un vrai équilibre en fait entre ce qu'on propose pour que les gens puissent se retrouver et puissent faire autre chose que du travail, d'avoir une qualité de vie pro, vie perso. Mais à côté de ça, il y a aussi des besoins et des demandes fonctionnelles pour l'entreprise en fait. Donc nous en fait quand on a à nous d'anticiper et de dire attention, on va attaquer tel et tel chantier, soit on demande éventuellement quelles sont les personnes qui sont motivées, engagées pour pouvoir travailler ce vendredi et peut-être voilà il y aura peut-être 2 vendredis d'affilée où on va travailler, mais pour satisfaire notre client et notre objectif que notre client nous a demandé. Donc, dans nos métiers, on a de l'urgence, mais elle est à clarifier cette urgence avec le client parce que je pense que vous avez les mêmes clients que nous et de temps en temps, l'urgence, elle est pas réelle, elle n'est pas concrète en fait. On Oui. n'est des fois pas à un jour près en fait. Et c'est ça, c'est là-dessus qu'à nous enfin, on réfléchit en amont et ensuite on amène les équipes pour pouvoir s'organiser pour être réactifs. Et est-ce que ça demande du coup plus de temps? Parce que vous dites anticiper, donc ça veut dire anticiper encore plus qu'avant. Est-ce que ça demande plus de temps en termes d'organisation, de gestion des plannings ou pas du tout? C'est la même chose, c'est juste une façon de faire Non, pas du tout, différente. parce que ça nous arrive pas sur tout le personnel, en fait. C'est vraiment du ponctuel. Et en fait, c'est Ok. juste une façon de penser. En fait, il faut qu'on casse nos codes, il faut qu'on se mette en inconfort, parce que on casse notre quotidien, en fait. Et du coup, on doit réfléchir différemment. Lorsqu'on propose nos services, on doit intégrer cette semaine de 4 jours et intégrer la demande de notre client. Et de suite, être en capacité de rebondir. Donc ça fait partie des choses qui ne sont pas encore complètement ancrées, mais on sent bien qu'il y a un petit changement de comportement. Et vous parliez tout à l'heure des retours clients, mais en fait, finalement, on n'a pas tant de demandes que ça. Et les clients, ils trouvent ça plutôt bien, en fait, qu'on travaille en 4 jours. Ok. Et je crois qu'ils ont même, pour la plupart, ils sont pas envieux, mais ils aimeraient bien, en fait, avoir ça aussi. Et c'est assez surprenant de les voir réagir comme ça. Ok. Merci à tous les deux pour votre intervention. Donc, on a 6 minutes de la fin. Donc, je voudrais que vous concluiez. Je vais vous poser une question qui n'était pas prévue à l'avance. Si vous aviez une baguette magique aujourd'hui, qu'est-ce que vous essayeriez de changer? Alors, soit du passé, soit pour vous faciliter l'avenir. Mais voilà, vous avez une baguette magique dans votre démarche RSE. Comment vous l'utiliseriez? Vous avez 5 heures. Non, c'est pas vrai. Vous avez 5 minutes. Ah, Ça, c'est c'est dur, hein. ça, c'est une Ouais, question. c'est Il faut, il faut facile. qu'on rêve ou Peut-être, peut-être. Si c'était à faut que je me mette en mode refaire rêveur là. ou s'il y a vraiment un truc qui serait vraiment dur sur ces aspects-là ou je sais pas. Moi, en fait, j'ai la sensation
que tout seul, je vais des fois, tout seul ou avec très peu de personnes. Je suis content de rencontrer M. Souriceau d'ailleurs par l'occasion de ce webinaire. Mais moi, si j'avais une baguette magique, en fait, ça serait celle-ci, ça serait de pouvoir qu'on soit plusieurs, qu'on soit beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui à engager cette démarche-là, et que pour ça, il serait intéressant qu'on puisse être jugé, pas que sur une partie comptable. Vous voyez de quoi je veux dire, en fait, vers quoi je veux aller, mais parce que on a, en fait, pour être meilleur pour le monde, je crois qu'on a besoin aussi de changement de paradigme. Et vis-à-vis des sociétés, c'est important, en fait. Moi, je veux bien être jugé sur un bilan comptable et ça me va très bien et c'est une réalité. C'est une réalité que je ne veux pas casser. C'est juste que je pense qu'aujourd'hui, on sera en capacité d'être jugé sur d'autres choses et pas jugé juste que pour nous par conviction. Alors, une baguette magique en imposant les choses, je ne suis pas très fan. Mais d'avoir une prise de conscience générale d'un secteur d'activité plus profond et plus réel, et ça serait peut-être ça ma petite baguette magique, c'est de dire, allez, on est tous d'accord sur le sujet, il faut qu'on fasse tous des efforts. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Souriceau. Moi, je ne sais pas quoi répondre après ce que M. Marcillac a donné comme information, mais oui, une baguette magique. L'idée, en fait, mais même de manière générale, hein, c'est que tout ce qu'on a envie d'entreprendre, on arrive à le mettre en place. Alors après, derrière, effectivement, peut-être que être jugé au lieu d'être jugé sur des bilans comptables, ce serait plutôt d'intégrer effectivement cette démarche-là à travers nos résultats. Mais oui, non, mais c'est compliqué à évaluer, moi. Si tout ce que, enfin, si, ce qui serait bien, c'est que tout le monde en prenne conscience. Ça, par contre, c'est vrai. Si tout le monde pouvait en prendre conscience, que ce soit les clients, les salariés, les fournisseurs, ça commence à se mettre peu à peu en place. Voilà, les différentes entreprises partenaires avec lesquelles on travaille aussi. Que tout le monde aille dans le même sens, ça, c'est vrai que ça serait intéressant. D'accord, merci à vous deux. Pour conclure ce webinaire, donc je vais à nouveau partager mon écran en essayant de ne pas me rater. Eh bien si, je l'ai quand même raté. Voilà. Ce que je voulais conclure, c'est aussi l'aspect opportunité de métier pour le bâtiment, parce que effectivement, on a parlé de vos relations clients, mais je voudrais aussi insister sur le fait que, et je suppose que vous ne me contredirez pas, qu'il y a aussi beaucoup d'enjeux qui sont dans la réglementation et qui feront probablement évoluer les mentalités. Alors, il y a déjà le label RGE qui peut aussi aider des TPE, du BTP à obtenir pour leurs clients des financements éco-responsables au travers de leur label. Je ne sais pas si l'un de vous deux ou vous deux être labellisé. Oui, aussi, RGE, oui. Un autre sujet qui peut être à la fois source d'opportunités et de prise de conscience, je pense, c'est le décret tertiaire. Je disais que vous êtes tous les deux sur des activités d'isolation. Monsieur Souriceau sur l'isolation par l'intérieur et Monsieur Marcillac par l'extérieur. Donc, je rappelle que ce décret, c'est une obligation d'économie d'énergie pour tous les professionnels du tertiaire et que ça va engager des économies de consommation d'énergie allant jusqu'à moins 60%. Donc, c'est quelque chose un changement qu'on n'avait pas encore vu dans les dernières années et qui est déjà effectif depuis janvier 2023. On voit aussi arriver des nouvelles obligations autour des toits végétalisés pour les extensions de bâtiments, les nouvelles constructions, les grosses rénovations. Donc, il va y avoir l'obligation d'installer soit des toits végétalisés sur les bâtiments, soit des panneaux solaires. Ça implique à la fois les bâtiments d'ailleurs, mais aussi les parkings. Et il y a aussi des nouvelles tendances pour les panneaux thermiques, qui ne sont pas du photovoltaïque, mais bien du thermique pour tout ce qui est utilisation de chauffage. Donc pareil, avec des nouvelles obligations qui vont concerner le bâtiment, à la fois d'un point de vue réduire l'impact carbone de nos bâtiments et donc contribuer à la stratégie nationale bas carbone dont je parlais en introduction, mais aussi concerner les clients des entreprises du BTP en termes de subventions. Je conclurai là-dessus
en disant que le mois prochain, le 27 novembre, je vous proposerai un nouveau webinaire où je parlerai du financement RSE et pour répondre un peu à la baguette magique de Monsieur Marcillac, j'aborderai le sujet justement de comment les banques et le milieu comptable commencent à intégrer les enjeux extra-financiers, donc écologique, social et gouvernance, à la fois dans les bilans, mais aussi dans l'attribution de prêts bancaires.